Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors aujourd'hui, dans l'Instant T, nous recevons des artistes qui offrent aux Bretons la primeur de leur dernière création, à commencer par le film Suite armoricaine qui sort ce mercredi 2 mars dans les salles bretonnes, une semaine avant la sortie nationale. Nous recevons la réalisatrice Pascale Breton. Bonjour Pascale. Bonjour. Et à vos côtés, Kaou Langouette, l'acteur principal du film. Bonjour Kaou. Bonjour. Suite armoricaine, c'est un film tourné essentiellement à Rennes et plus précisément sur le campus de Villejean. On en parle tout à l'heure ensemble. Et puis c'est le grand retour de notre ami Yvan Le Bolloc. Bonjour Yvan. Mais bonjour. Avec votre groupe Ma Guitare s'appelle Revient, vous revenez pour un nouveau Le Bolloc Braille Tour, une tournée qui présente votre one-man show musical. Faut pas rester là. Ça se passe en Bretagne du 6 au 28 mai avec quasiment une ville par jour pendant un mois. On parlera de ce marathon scénique tout à l'heure. Ce sera dans l'Instant Culture en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 2 mars. Et turbulence aux urgences de Brest. Indignée par les conditions de prise en charge, la nièce d'une patiente a publié une lettre ouverte. 100 000 vues sur Facebook plus tard, elle témoigne au micro de Camille Pochet. Les urgences de la Cavale Blanche à Brest sont dans la tourmente. La nièce d'une patiente prise en charge dans le service au mois de février a publié une lettre ouverte pour dénoncer les conditions d'attente dans lesquelles elle s'est trouvée. On a attendu en tout et pour tout 10 heures. Des personnes qui étaient devant nous sur des brancards, parce que ma tante est également sur un brancard, mais des dames devant nous qui hurlaient de douleur, qui appelaient au secours et qui suppliaient qu'on vienne l'aider en fait. Vanessa Douguet ne s'attendait pas à un tel engouement autour de sa démarche. Plus de 100 000 vues sur Facebook en moins d'une semaine. Elle ne pensait pas publier cette lettre, mais après le décès d'un patient dans ce service, elle se décide. Là j'en suis à 104 000 vues et à près de 18 000 partages. Je pense que si ça fait un tel bruit, c'est bien parce qu'il y a un réel problème et que tout le monde se sent concerné. Si la direction ne souhaite pas s'exprimer à propos de cette lettre ouverte, les syndicats, eux, expliquent qu'ils ont alerté autour de la situation des services. Depuis un mois, toutes les semaines, des débrayages ont lieu à la Cavale Blanche. Le mouvement, parti des urgences, a gagné tous les services de l'hôpital. Principale revendication de l'intersyndicale Sud CGT et de la CFDT, obtenir des embauches pérennes. C'est toute l'année qu'il manque des lits au niveau de cet hôpital. Si je dois prendre les urgences, il leur faudrait une infirmière supplémentaire de jour, une infirmière supplémentaire de nuit, une aide-soignante ou infirmière selon pour l'infirmière d'accueil qui reçoit les patients aux urgences, une secrétaire médicale aussi pour le matin et pour la nuit. Ce jeudi, les personnels du CHU seront à nouveau dans la rue. Ils débrayent de 16h à 18h sur le pont de la Villeneuve à Brest. Deux Finistériens ont décidé de profiter du gaspillage alimentaire avec une idée simple, vendre ce que la grande distribution n'achète pas aux industriels. Ce mercredi à Landerneau, ils ont ouvert le premier magasin de déstockage alimentaire en Bretagne et Frédéric Lorenzon y était. Un nouveau type de magasin alimentaire a été lancé ce mercredi dans la zone de Mescadène, à côté de Landerneau. Sur 300 mètres carrés, le client peut acheter des produits de 30 à 70% moins chers qu'en grande distribution. À l'origine de cette enseigne, deux anciens commerciaux de l'agroalimentaire. Leur recette, le déstockage et la clientèle est au rendez-vous pour ce premier jour. Oui, on a beaucoup de monde dès l'ouverture, dès 9h ce matin, oui, ça attaque très fort. Ouais. Il y a un peu la queue en caisse, donc oui, effectivement, ouais, ça démarre très bien. Ouais. Nous sommes conscients des volumes qui partent en destruction, qui n'arrivent jamais en magasin, qui ne sont jamais proposés aux consommateurs. On a aussi des produits qui viennent suite à des changements de packaging, des entreprises qui changent le logo, qui changent des choses sur leur pack et du coup qui déstockent ce qui leur reste des anciens emballages. Donc voilà, c'est un peu tous les sources d'approvisionnement que l'on a sur les produits en déstockage. Même procédé dans la partie du magasin réservée aux frais, les deux gérants misent sur les dates limites de consommation plus courtes. Il existe un contrat de date pour la distribution et lorsque ce contrat de date est expiré, l'industriel est bloqué pour revendre dans ces réseaux-là ses produits. Donc il passe par des déstockeurs comme nous. Dans les rayons, les clients retrouvent les mêmes produits que d'habitude dans les grandes enseignes. Je ne m'attendais pas forcément à avoir de la marque connue. Non, il y a des bons produits.
Vous reviendrez? Oui, ah oui, beaucoup de chance, moi je travaille à côté. Même si la curiosité et la nouveauté ont attiré de nombreux clients pour ce premier jour d'ouverture, les motivations sont diverses. Je voulais voir un petit peu ce que le magasin proposait et je trouvais l'idée très originale en fait d'éviter le gaspillage pour l'écologie, l'économie. Oh ben, par rapport au porte-monnaie. Quand on est en retraite, on a des petites retraites, alors on se débrouille, hein. On va au moins cher. Ben, je suis contente parce que j'ai des produits qui sont de qualité pour moins cher. Moi j'ai gagné, je pense, bien 40%. En 2012, l'ADEME estimait que chaque Français jetait 20 kilos d'aliments par an sans les consommer. Un tiers de ce qui est produit aujourd'hui en France part à la poubelle. Ce mercredi soir, il allume le feu au parc de Painsfeld à Brest. Une production monstre pour le concert de Johnny Hallyday et des fans toujours au rendez-vous, comme le raconte Morgane Lincy. L'événement musical à Brest ce mercredi, c'était le concert de Johnny. Une équipe de 150 techniciens s'active au parc de la Painsfeld. Ils installent ce spectacle hors norme qui nécessite 2 jours de montage et 17 semi-remorques. Un dispositif à la hauteur des fans qui, dès le matin, attendent avec impatience l'ouverture des portes. On attend depuis hier dans le froid. Donc moi j'ai dormi dans une tente avec ma conjointe. Mais bon, on sait pourquoi on le fait. Et puis ce soir à la barrière, ce sera waouh quoi. Si certains bravent le froid, d'autres traversent les mers pour venir voir leur idole. From Guernsey, on holiday, so combined the both. Bought the ticket over a year ago, and this is my 5th time to come and see Johnny. So I'm a big fan. Et l'idole attire toujours les jeunes. Ça fait depuis mon anniversaire que j'ai hâte d'y aller. Dès que j'ai vu le ticket, j'ai été content. Enfin, les plus fans ne se déplacent jamais sans leur panoplie fétiche. Voilà, les photos. On a des photos et des coussins ici dans le camping-car qu'on amène toujours avec nous. D'habitude, on en a plus que ça. Parce que dans la voiture, tout comme le camping-car, les CD, ils sont en boucle, en boucle, en boucle. Ils étaient près de 6500 ce mercredi, attendus à Brest pour reprendre les tubes de Johnny. Yvan, vous êtes peut-être fan de Johnny Hallyday, vous aussi? J'aime beaucoup les t-shirts où il y a les chiens de traîneau avec les yeux très bleus, avec marqué Johnny Hallyday en dessous. Et vous me demandiez si j'allais ce soir au concert de Johnny. Non, ce soir je vais manger avec Jean-Guy Le Floch de Charmant Luxe et ça va être l'équivalent d'un concert de Johnny Hallyday. Aussi. Voilà. Seul sur son phare au large de la Pointe du Raz, Marc Pointu vit 2 mois de solitude pour attirer l'attention sur l'importance de sauvegarder les phares et les balises. Chaque jour, en exclu, il nous raconte son aventure. C'est l'instant TVNEC. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite visite du rez-de-chaussée. Voilà, nous passons la porte d'entrée et là, il y a un couloir où j'ai donc rangé les réserves de gaz, l'eau en partie, etc. Le panneau solaire, parce que comme il y a mauvais temps aujourd'hui, il reste à l'intérieur. Et donc, en face de ce couloir, il y a 2 anciennes pièces, petites pièces, voilà, qui servent de réduit pour l'instant, où j'ai un petit peu entassé les choses. Et puis à droite, une grande salle, que je vais essayer d'éclairer, parce que tout est un peu dans le noir ici, dans laquelle j'ai mis en réserve les vivres. Et puis après, donc de l'autre côté, il y a un couloir qui conduit à la tour, avec à gauche une pièce, celle où je me tiens et que nous visiterons plus tard, et à droite une autre pièce, en très mauvais état bien sûr, comme vous pouvez le voir, où l'humidité ruisselle, et j'ai maintenu ici des choses qui ne craignent pas beaucoup, comme les réserves d'eau. Voilà. Et puis alors, si nous allons plus loin ici, nous avons la porte qui conduit à la tour, avec l'escalier qui mène à l'étage que nous visiterons une prochaine fois. Voilà, vous le voyez, cet intérieur est très petit, 60 mètres carrés. Nous ressortons par le couloir de l'entrée, voilà, qui mène à cette porte avec une superbe vue, bien sûr, sur le large
Voilà, de Thévenec. Bonne soirée et à demain. La fac de Rennes comme décor du nouveau film de Pascal Breton, un jeune chanteur brestois dans l'un des rôles principaux. Suite armoricaine sort en avant-première en Bretagne ce mercredi et on devait absolument vous en parler. Pascal Breton, dans Suite armoricaine, vous racontez l'histoire de Françoise, une prof d'histoire de l'art, originaire du Finistère, qui vient enseigner à la fac de Rennes, là où elle a étudié plusieurs années avant. Dans cette fac, le jeune Yon étudie la géographie. Il a une histoire compliquée avec une mère SDF. C'est vous, Kaou Langouette, qui interprétez Yon. Ces deux personnages vont donc vivre une année de fac initiatique en se croisant. On regarde tout de suite la bande-annonce. Il faudra que je me souvienne de moi maintenant. Sinon, où est-ce que je serais passée? Françoise. Pourquoi j'ai si peur? Chaque fois à la rentrée. Et in Arcadia ego. Moi aussi, j'ai été en Arcadie. J'étais assise derrière toi aux rues l'autre jour et je t'ai entendu raconter un rêve. Est-ce que tu serais d'accord de venir nous raconter ton rêve au département breton et celtique? Et pourquoi? On collecte les rêves. Dis-moi pourquoi t'es revenue. Catherine, tu crois qu'on reste la même personne toute sa vie? Non. La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle était avec vous. Tu es Yon, le fils de Moon. Et vous voudriez que nous échangions sur moi, en tant que... En tant que toi? D'accord, hein, si je peux être utile à vos recherches. Pascal Breton, vous avez grandi dans le Finistère, à Pont-l'Abbé. Vous avez ensuite étudié à Rennes, vous êtes parti à Paris, puis vous êtes revenu en Bretagne. C'est un peu comme Françoise, l'héroïne de votre film. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ce personnage principal? Oui, il y a des thèmes qu'on retrouve, comme des thèmes de l'enfance, le fait de partir et revenir. Mais la personnalité du personnage est très différente de moi. Non, je trouve qu'elle est beaucoup plus... Elle a une douceur, elle est comme ma maman peut-être plus. J'étais plus énervée qu'elle quand j'étais plus jeune. Et... Oui. Kaou Langouette, c'est donc votre premier rôle. Bravo. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Tout simplement en rencontrant Pascal lors de concerts. En fait, moi je braillais dans un groupe de rock and roll, fusion, etc. Et du coup, en fait, le batteur du groupe, c'était Claude Beyer, qui a joué dans le premier rôle dans Illumination. Le précédent film de Pascal Breton. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis... Et un jour, je lui ai fait part à Pascal de mon désir de jouer, et plus tard, elle m'a proposé de faire un essai. Et Pascal, révélation avec Kaou, ou comment ça s'est passé de votre côté? En fait, comme il y avait tout ce temps, on attendait le financement, c'est long, il y a toujours un an ou deux qui passent comme ça sans qu'on sache trop comment. Et en réalité, il a dû faire des essais pendant presque 1 an et demi ou 2 ans. Un casting laborieux. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas dire oui à un acteur tant qu'on n'est pas encore dans une production vraiment. Donc je l'avais vu. En même temps, ce temps, je pense qu'il a servi à... Je ne sais pas, maintenant, peut-être tu vas me dire que... Peut-être à travailler le rôle déjà? Parce que ce que j'allais vous demander, c'est un rôle assez exigeant pour un premier rôle, et vous l'interprétez vraiment très bien. Comment vous êtes immergé? Est-ce que justement cette longue période de travail de casting, ça a servi Je crois que quand on s'est rencontrés, quand on en a parlé la première fois, j'étais un peu fou. Et pendant ces 2 années-là, j'ai vécu des trucs qui m'ont permis d'être plus solide pour aborder un tournage qui est quelque chose de très particulier, et il faut s'accrocher aussi pour cette expérience. Donc je pense que ça a servi pour ça. Ouais. Mais tout souvent, ces temps dont on se plaint, c'est-à-dire ces temps d'attente de financement, d'attente de ceci, d'attente de cela, où on est avec les acteurs ou un autre acteur, ça contribue au film en général. Il y a quelque chose qui se construit. Chaque fois qu'on se voit, je me dis, ah tiens, il fait ça, il bouge comme ça. Donc on échange.
Il paraît que vous avez, parce qu'avant il y a eu le scénario, et il paraît que vous avez écrit le scénario sans savoir au fur et à mesure comment ça allait se finir, quoi. Oui, parce que j'ai voulu l'écrire vite. Je voulais en fait tourner très vite à la rentrée un film universitaire, donc c'est devenu un vrai film, même si c'est un film à petit budget. Et j'avais une date de dépôt de dossier, et comme je m'étais intéressée au cinéma italien, enfin à cette époque à Zavattini en particulier, qui est le pape du néoréalisme, j'ai décidé d'écrire selon sa méthode, c'est-à-dire on avance comme dans un pays complètement étranger et on le découvre au fur et à mesure. Donc ça ne veut pas dire que je ne revenais pas en arrière, etc. Mais justement, l'idée de retourner en arrière, comme il est fait dans la dramaturgie du film, vient peut-être de là. C'est un film sur le temps qui passe, sur la jeunesse éternelle des campus étudiants, mais aussi sur les racines et l'identité bretonne. On entend souvent parler breton dans le film et par des jeunes, par des étudiants. Pourquoi c'était important pour vous d'intégrer la langue bretonne dans ce film-là ? Parce qu'elle est intégrée dans moi, en fait. Donc, c'est vrai que... C'est quoi votre histoire avec la langue bretonne ? C'est d'être la première génération à ne pas la parler, comme beaucoup de gens de ma génération. Donc, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents. Ils parlaient breton et c'était comme une musique, en fait, que j'entendais. Donc c'est pas quelque chose que j'ai fait volontairement. En fait, j'ai fait revenir Françoise à Rennes et je ne savais même pas que j'allais faire venir ce thème et que j'irais jusqu'au fait que son grand-père était inscrit dans une culture si traditionnelle au point d'être un discounter, un guérisseur. Où là, je me suis servie plutôt du grand-père d'un de mes amis comme pour m'inspirer. Et en fait, c'était bien d'avoir un personnage à la fois très enraciné comme elle, qui découvre qu'elle est même encore plus enracinée qu'elle ne le pensait, alors que lui, c'est l'inverse. Yon joue quelqu'un un peu sans racines, sa mère errait de free party en free party, etc. Elle a vécu une espèce de monde à la fois d'exil et d'errance aussi volontaire. Comment ça s'est passé cette année sur le campus ? Vous avez travaillé en lien avec des étudiants de Villejean ? En lien avec tout le monde, parce qu'il y avait d'abord les profs et le bureau de l'université qui nous ont accueillis pour le tournage. Et j'avais, en même temps que je faisais ce tournage professionnel, j'avais mon rôle de réalisatrice, j'étais aussi résidente en fait. J'avais un statut de cinéaste résidente dans l'université. Et à ce titre, j'intervenais tous les 2 mois en amphithéâtre. Je leur montrais des rushs. Alors c'était drôle parce qu'on avait filmé des amphis. Et puis dans les rushs, ils voyaient en contre-champ être projetés derrière moi les amphis dans lesquels eux-mêmes avaient tourné. Enfin voilà. Et puis il y avait un groupe de 11 étudiants. Bon, il y a toute la fac qui était associée de cette manière par la figuration, qui était libre. Et puis j'avais aussi ce groupe de 11 étudiants qui sont associés à l'équipe, dont certains jouent. Par exemple, celle qui joue sa petite amie, c'est une de mes étudiantes à qui j'ai fait faire des essais. Elle n'avait jamais joué. Elle est fantastique. Elle est top. La musique du film est présente, très présente. Il y en a dans presque toutes les séquences. Kaou, vous qui êtes musicien à la base, vous avez une oreille particulière sur la bande originale du film ou je ne sais pas si on vous a consulté Pas vraiment, on m'a pas consulté, mais... Qu'est-ce que vous en pensez en tous les cas ? Mais je suis très sensible à la musique et j'ai beaucoup apprécié. C'est assez particulier parce qu'il y a différents compositeurs, ça vient d'un peu partout. Il y a des musiques d'époque qui ressurgissent comme ça aussi. Et en fait, c'est presque quelque chose en plus, quoi, qui vient compléter l'histoire. C'est comme un personnage, enfin, mon ressenti particulier. C'est vrai que la musique est très présente et a un vrai rôle à part entière. Kaou, on n'a plus beaucoup de temps. Juste, est-ce que vous avez d'autres projets cinéma à venir ? Rien de précis, de calé pour l'instant, mais après je suis en contact avec des collectifs qui font des films sans argent et du coup voilà, c'est l'idée de créer aussi. Vous avez envie de continuer, quoi. Le film de Pascal vous a... Ouais, bien sûr, je continue. Je fais une formation à Paris d'acteur à l'Actors Factory et ça me motive pour bien sûr continuer. On vous suivra de près en tous les cas, Kaou. Suite à Armoricaine, un film à découvrir dans plusieurs salles du Finistère dès ce mercredi, à Quimper au Quai du Plex, à Carré au Grand Bleu, à Brest au Studio et à Douarnenez au Club. Pascal, vous rencontrez aussi des spectateurs après certaines séances. Toutes les infos via notre site internet www.tbo.bzh. Merci beaucoup Pascal, merci Kaou. Tout de suite on passe à l'instant culture.
Yvan Le Bolloc. C'est moi la culture. C'est vous. Comme si on parlait pas de culture avant. C'est fou. Avec le groupe Ma Guitare s'appelle Reviens, vous revenez pour un nouveau Le Bolloc Braise Tour, une tournée bretonne pour présenter votre one-man show musical. Faut pas rester là. Alors, c'est quoi un one-man show musical? Est-ce qu'on y va plutôt comme un concert ou plutôt comme un spectacle humoristique? Ou un peu les deux? J'ai envie de dire on y va. Après, on fait un petit peu son choix sur place. Si vous avez envie de frotter vos espadrilles, allez-y. Surtout, ce sera possible. Ah oui, la rumba flamenca, ça ferait danser un vaisselier breton. Donc. Mais c'est pas un concert. Il y a une forte. Non, c'est pas un concert. Non, c'est un spectacle. C'est une. Voilà, c'est. Nous, on a appelé ça un one-man show gitan, parce que moi, je déteste l'idée de monopoliser l'attention pendant 1h30, tout seul, sur scène. Enfin, c'est des coups, après, à parler de soi à la troisième personne. Non, pour moi, être sur scène, que ce soit pour jouer la comédie ou pour faire de la musique, c'est une démarche collective. Bon, ça part du personnel, bien entendu, mais après, voilà, moi j'aime bien quand on sentir la sueur de mon voisin. Moi j'aime bien ça. Voilà, c'est mon côté fils de communiste, un peu collectiviste, quoi. Voilà, j'aime bien les équipes, j'aime bien les bandes. Le partage, en tous les cas, voilà, dans ce que vous faites. Rentrer tout seul le soir à l'hôtel et se frotter le dos contre le crépi de sa chambre, ça me fatigue. Moi. Vous vous inspirez de quoi ou de qui pour faire rire? De quoi vous inspirez pour écrire votre one-man show? Voilà, c'est dit. De quoi je m'inspire? En fait, c'est toujours la même démarche. Quand on écrit une histoire, on part du très personnel pour aller vers l'universel. Donc là, on est parti sur les 10 ans d'existence de ce groupe qui sont un groupe. Ça voyage, ça a la chance de faire des concerts à l'étranger. Et puis ce groupe est particulier parce que c'est un groupe de Rastaquaire emmené par un espèce de pirate breton avec du gitan, de l'espagnol. Donc il y avait des anecdotes à l'appel en disant... Travailler avec des gitans, c'est toujours extrêmement réjouissant parce qu'ils sont pas tout à fait comme nous. Ils ont d'autres valeurs, ils ont d'autres repères. On va regarder, Yvan, pour mieux saisir l'ambiance à cette folle tournée, on regarde un extrait du Bolloc Braise Tour numéro 1. Je fais comme le pape. On n'aurait pas des fois le meilleur public de Bretagne? Son las 6 de la tarde. Esta chica está a punto de salir. Como cada noche pienso en ti. Nous te faisons chevalier de la coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor et d'Erquy en particulier. Je suis tombé sur une bande de dingues, les acharnés de la coquille Saint-Jacques. Voilà, on saisit comme ça un peu l'ambiance folle. À 20 dates dans 19 villes bretonnes, rien que sur le mois de mai en Bretagne. Vous faites un entraînement sportif pour tenir le coup? J'aimerais bien. Marathonien un peu. Oui, il va falloir que je me couche tôt, que je mette mon côté un peu. De côté. Bah oui, effectivement, il faut être en forme. Puis parce qu'après, on va enchaîner avec le festival d'Avignon. Mais ce qu'on voulait en venant en Bretagne, enfin ce que je voulais, même si les gitans qui m'accompagnent, chaque fois qu'ils viennent en Bretagne, reçoivent des demandes en mariage. Ce que je voulais, c'était faire ça en famille. Et ma famille, elle est évidemment plus proche du Finistère que de la Côte d'Azur. Et cette forme d'exclusivité, il me semblait que je devais à la Bretagne parce que après le Bolloc Braise Tour numéro 1, il y a 4 ans, où on a vécu vraiment des expériences absolument incroyables, dont celle
breton en plus. Et oui, et puis ça il se me le passe rend bien à chaque fois, c'est ça. Il me le rend bien. Donc, comme l'essentiel du spectacle, ça va être basé sur des plaisanteries bretonnes et de la rumba flamenca. Des endroits insolites ou pas, comme dans le premier Boloc? On est plutôt dans des salles où... Là, on est plutôt... comme ça va être... Il y a une grosse partie comédie, une grosse partie humour, pour que les blagues... Il faut que ce soit un peu cadré derrière, quand même. C'est-à-dire que si à force 8 et qu'on est en bord de mer... En haut du phare avec mule, ça va pas marcher. Ça va être plus rock'n'roll. Je me souviens juste... Rapidement, on n'a plus le temps. Très rapidement, on faisait un concert en plein air dans les Côtes d'Armor et le bassiste du groupe s'appelle Bernard Menu, qui est marseillais. Il est arrivé pour s'installer aux balances, aux répétitions, et donc il a sorti son MacBook Pro magnifique, flambant neuf, à l'intérieur duquel il y avait toutes les séquences du concert. Il l'a posé sur le truc, il l'a ouvert, bien. Après il s'est baissé, il est revenu et là il a fait merde. Et là je dis là il est parti maintenant aux États-Unis, le truc il y avait force 8. On sort pas son MacBook ou n'importe quel ordinateur. Il est parti. Voilà. Merci Yvan. On vous retrouve bien sûr partout en Bretagne et juste on retrouve les infos sur le site tbo.bzh. Ou alors yvanleboloc.net, YVANLEBO2LOCH. Dites donc attention, j'annonce des trucs importants, yvanleboloc.net. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.